Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 110 de Famille, Justice, Enfance sur RLP avec Stéphane depuis le Périgord. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à Maître Jean Panier, avocat au barreau de Paris, dont nous écouterons 2 interventions concernant l'aliénation parentale et les problématiques de mauvaise gestion des conflits familiaux impliquant un enfant manipulé par l'un des 2 parents. Maître Panier a écrit plusieurs articles, notamment sur le village de la justice, et a un regard extrêmement critique sur cet environnement. Proche des sphères du pouvoir, il est possible que ce soit un relais potentiel pour aller transmettre notre bonne parole auprès des institutions et des dirigeants actuellement en place, qu'il a très bien connus, notamment lors de leur jeunesse. Actuellement en déplacement à Abidjan afin de défendre les intérêts d'une école française sur place qui a des petits problèmes juridiques, nous sommes parlé dans l'après-midi et nous espérons avoir une interview cette fois-ci exclusive durant les jours qui viennent. Mais en attendant, l'aliénation parentale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait aux gens? Qu'est-ce que ça signifie? Voici un exemple, ne bougez pas, c'est tout de suite, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Quel est le plus grand regret que vous ayez eu dans votre vie? De pas revoir mes filles. Et pourquoi vous les voyez plus? Je sais pas. C'est la vie, c'est... Ouais, c'est leur mère, je pense qu'il veut plus que je les vois et elle a tout fait pour que je les vois plus. Et ça fait maintenant 6 ans que je les ai pas revus. Et je rêve de les revoir. Et vous pouvez plus prendre contact avec elles? J'ai aucun moyen de les contacter. Elles ont quel âge vos filles? 19 et 16. Et vous pensez qu'elles peuvent peut-être rentrer en contact avec vous? J'espère. Je laisse des phrases partout pour qu'elles me suivent sur les réseaux sociaux, partout. D'accord. Elles s'appellent comment vos filles? Victoria et Johanna. En tout cas, si Victoria et Johanna voient cette vidéo, je pense qu'elles comprendront vraiment à quel point vous tenez à elles. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir les voir au moins une fois. Avec plaisir. Et vous auriez un mot à leur dire? Je les aime. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Maître Panier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le premier à avoir écrit en 2007 dans la Gazette du Palais un article documenté sur l'aliénation parentale. Pourquoi avez-vous choisi de l'écrire, enfin d'en parler en tout cas? Alors en fait c'est pas un article, j'ai voulu commenter une décision significative d'un magistrat courageux qui a eu, si vous voulez, l'avantage, n'est-ce pas, d'admettre, de reconnaître l'aliénation parentale dans un cas concret. Comme en général les juges n'aiment pas ça, j'ai voulu la publier. J'ai eu du mal d'ailleurs parce qu'on pensait que ça n'avait pas d'intérêt sur le plan juridique, mais ça a été publié par la Gazette du Palais et repris l'année suivante dans le rapport annuel de la Défenseure des enfants, rapport adressé au président de la République. On parle maintenant de manière beaucoup plus fréquente d'aliénation parentale parce que c'est un fléau. On fait semblant de le découvrir aujourd'hui alors que ça existe depuis la nuit des temps. Oui, là on va pas rappeler les symptômes puisqu'on en a déjà parlé, mais comment avez-vous été reçu justement sur cette idée de publier au départ, c'est pas une notion juridique, c'est une réalité qui est quand même assez importante pour qu'on ne la néglige pas. Donc le président de la Gazette du Palais m'a donné, après avoir réfléchi, parce que ça l'emballait pas, il m'a donné son accord pour publier un commentaire de la décision du juge aux affaires familiales de Toulon. Et c'est parti comme ça. Et pourquoi ça l'emballait pas ? Parce que c'est pas vraiment une notion très juridique, c'est une réalité, disons, qui permet de constater que
dans le cadre des séparations de parents, qu'ils soient mariés ou pas, les enfants sont parfois pris en otage, Conditionné. conditionnés, et ça devient de la maltraitance. Alors certains disent d'ailleurs que c'est une maladie, là, pour alléger, on dira que c'est une déviance parentale. Disons que si c'est de la maltraitance, pour moi, je parle comme un avocat, pour moi c'est carrément de la violence, ça devrait même être poursuivi au pénal. Quand on voit le temps que passent les parquets pour régler des conflits entre associés, on pourrait aussi leur demander de s'intéresser à la vie de ces enfants qui vont peut-être subir pendant toute leur vie les conséquences de cette maltraitance. Vous avez prêté serment en 80, donc ça fait 30 ans de barreau à Paris. On peut dire ça, oui, alors 30 ans à la fin de l'année. Bon, une vie riche en rebondissements. Une vie passionnante, Voilà. Parce qu'on vient voir un avocat pour les cas qui sont compliqués, sinon on n'a pas besoin d'eux. Donc on ne voit que des situations parfois tragiques même. Oui. Et je me suis passionné pour cette question-là, et j'ai écrit d'ailleurs d'autres articles aussi qui sont plus ou moins, n'est-ce pas, liés au phénomène de maltraitance des enfants qui sont pris en otage par un des deux parents. Les parents qui n'ont pas la sagesse de comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est carrément dramatique. Détruire un enfant. Détruire un enfant, oui. avec souvent la bonne conscience du travail bien fait. Donc il faut voir les choses comme elles sont, c'est un phénomène massif. Et comme on prive l'enfant d'ailleurs de l'autre parent, c'est un peu un enlèvement d'enfant. Ah mais oui, non mais je vous dis, pour moi c'est tout simplement, ça relève d'une violence sur enfant, c'est de la maltraitance, c'est grave, et ça devrait intéresser beaucoup plus. Vous êtes mis en observateur un petit peu du traitement judiciaire moi je constate que de ce type d'affaires à Paris. Voilà. À Paris particulièrement, parce que je connais bien la pratique au tribunal de Paris. À Paris, vous avez, par exemple, au tribunal des enfants, en principe, il y a un magistrat par arrondissement. Mais pas toujours, parce qu'il y a parfois des magistrats qui occupent le poste de leurs collègues, et donc il n'y a pas forcément 20 magistrats qui s'occupent du tribunal pour enfants. Mais en général, ils n'aiment pas ça, l'aliénation parentale. Ils essayent de le... Alors pourquoi ? C'est difficile à comprendre. On a l'impression, c'est un peu l'analyse que j'en ai faite après avoir examiné plusieurs cas, on a l'impression qu'ils se sentent dépassés par la gravité accumulée, n'est-ce pas, de cette aliénation, comme si on avait atteint un point de non-retour, et que, mis devant le fait accompli, ils ont décidé que ça servait à rien d'essayer de renverser la vapeur. Donc on gère la misère, vous voyez, on gère la misère, les parquets ferment les yeux d'ailleurs, ils font des réquisitoires qui dépassent rarement 3 lignes, ils ne s'investissent pas dans les dossiers, de sorte que le traitement de ces affaires-là laisse largement à désirer, et ça encourage ceux qui sont bien évidemment à l'écoute de ce genre n'est-ce pas, de laisser aller, ça encourage à multiplier les cas d'aliénation. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, c'est gratuit, c'est sans frais. Voilà, on peut continuer à démolir les enfants, la justice ne va pas trop tellement s'y opposer, ça c'est terrible. Votre constat est quand même consternant. Doit-on considérer qu'il y a une véritable démission de la justice face aux souffrances des enfants ? Alors, c'est pas une démission. Chaque fois qu'un magistrat fait bien son travail, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas des analyses de certains experts qui sont beaucoup trop consensuels. À Paris, il y a quelques experts maison qui sont redoutables en ce sens, qui prennent l'oreille du juge, n'est-ce pas? Ils essayent de savoir où va le vent, et à ce moment-là, on sait d'avance quel sera le contenu des rapports. Ça, c'est fabriqué sur mesure. Vous voulez dire, vous insinuez qu'il y a une convenance entre le juge et l'expert? Oui, bien sûr, ils se parlent au téléphone, ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu, mais manifestement, surtout pour les vieux magistrats, il y a de belles lurettes qui se sont accommodées de ce genre de facilité, et ça devient consensuel, et ça peut même remonter à l'échelon supérieur. On voit bien que ces experts maison, qu'on voit d'ailleurs venir, n'est-ce pas, en compagnie des mêmes magistrats, dans les colloques, dans les séminaires, où vous retrouvez les dignes représentants de l'aide sociale à l'enfance, tout ça, c'est consensuel. Et ça se passe très bien en ce sens qu'il n'y a pas de fausses notes. Donc si on a décidé que l'aliénation parentale, il ne faut pas en parler, eh ben, ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'on n'en parle pas. Sauf qu'il y a des couacs, vous avez des magistrats, même au tribunal pour enfants de Paris,
qui reconnaissent que l'aliénation parentale est un vrai problème et qui en tirent les conséquences, au point parfois même de décider de mettre un terme à des mesures d'assistance éducative qui n'ont servi à rien et qui sont même responsables d'avoir aggravé la situation. Alors là, ça discrédite complètement les expertises quand même. Oh, mais les experts, il y en a qui sont tout à fait honnêtes et consciencieux. Mais vous savez, il y a aussi ce que j'avais un jour essayé d'appeler les négationnistes. Il y a des gens qui vous disent carrément que l'aliénation parentale, c'est une fumisterie inventée par un pédopsychiatre américain, le docteur Gardner. Ils ne veulent pas admettre que ça existe. Oui, vous m'aviez cité d'ailleurs un psychiatre du nom de Lopez, c'est ça? Oui, je crois que c'est monsieur Gérard Lopez qui un jour est venu nous expliquer dans une conférence à la Maison du barreau de Paris que l'aliénation parentale, c'est quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces mais qui n'existe pas. Ce monsieur enseigne à Paris, je crois, dans un institut de criminologie. C'est totalement incompréhensible qu'on le laisse encore venir étaler de ce genre de théorie, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, il avait suscité l'indignation de tous les avocats qui étaient présents. Est-ce que c'est pas une volonté alors? Vous savez, quand vous avez des négationnistes dans d'autres domaines, hein, parfois ces gens-là sont déterminés, un peu comme les parents qui veulent s'emparer d'un enfant, quelles que soient les conséquences sur l'enfant. C'est à peu près du même niveau. Maître fait aussi état, tout à l'heure, que les juges n'aimaient pas trop qu'on leur fournisse une expertise qui venait de l'extérieur. Ils aimaient bien contrôler tout ce secteur des experts, tout ce domaine des expertises et nommer leurs propres experts. Ah oui, absolument. D'ailleurs, il y a un vrai problème pour l'aliénation parentale, c'est que les experts qui ne la rejettent pas, qui admettent même qu'elle existe et qui en tirent les conséquences, qui attirent l'attention des magistrats, ces experts-là sont pour l'instant peu nombreux encore. Donc au départ, on est inquiet de cette difficulté. On a du mal à trouver des experts qui soient spécialisés sur l'aliénation parentale. Et en plus, les juges qui n'aiment pas l'aliénation parentale ne vont pas se précipiter pour nommer des experts spécialisés. C'est un vrai problème. On tourne en rond. On tourne en rond et la justice est rendue à partir d'a priori, c'est-à-dire qu'on nie l'existence de phénomènes qui sont gravissimes pour l'avenir des enfants. On ne le nie pas complètement, puisque vous m'avez dit que les juges ont conscience que l'aliénation parentale existe. À partir du moment où ils ont décidé que ça n'existe pas, tout va être fait pour que... Oui, dans certains cas, mais par contre, généralement, les magistrats, quand même, reconnaissent maintenant qu'il y a un problème à ce sujet. Écoutez, il y a encore peu de décisions. On attend que ça se développe. Paradoxalement, la Cour européenne des droits de l'homme, elle, a reconnu l'existence de l'aliénation parentale. Mais au plan national en France, on aimerait bien qu'il y ait des décisions et des cours d'appel et de la Cour de cassation le plus rapidement possible, n'est-ce pas, pour donner au phénomène sa véritable dimension, parce que c'est un phénomène qui a toujours existé et qu'on a du mal à faire accepter dans le petit monde judiciaire qui, lui, ne se sent pas à l'aise avec cette notion. Oui, mais alors, tout à l'heure, vous m'avez quand même dit que, effectivement, on arrivait quand même à souhaiter gérer la misère. Donc c'est qu'on reconnaît qu'il y a une misère et il y a un départ à cette misère. Ils sont parfaitement conscients que ça existe. Je vous ai dit tout à l'heure que les parquets ne s'investissent pas du tout dans ce genre de contentieux, de même qu'ils ne s'investissent pas du tout dans les affaires de non-représentation d'enfants. Quand les gendarmes les alertent en disant il y a le papa ou la maman qui vient réclamer son fils en vertu d'une décision judiciaire qui lui donne le droit de garde, le parquet répond, vous savez, un peu comme Ponce Pilate, oh bah le père ou la mère a qu'à porter plainte lundi matin, ça peut attendre, et ça peut durer comme ça pendant des années. Après, l'enfant est encouragé. Ce qui me paraît détestable dans ce genre de réalité, c'est que l'intervention du phénomène judiciaire aboutit à ce que on va, en espérant améliorer une situation, ça va être encore pire après l'intervention de la justice, si la justice ne veut pas reconnaître la réalité, n'est-ce pas? Oui, mais encore une fois, je vous pose la question, pourquoi le parquet réagit comme ça? Écoutez, face justement aux non-présentations d'enfants. Il faudrait qu'il y ait plus de circulaires qui attirent leur attention. Apparemment, ça ne les intéresse pas. Donc il y a très peu d'investissement des parquets. C'est une réalité. Ou est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être une certaine crainte? Ils ont peur de mettre le doigt effectivement dans un engrenage qui risque de mobiliser pas mal d'énergie, parce que en face de parents déterminés qui sont prêts à tout
pour détruire l'autre parent, c'est plus compliqué que d'attraper des voleurs de lapins, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus difficile à gérer, on s'attend à tous les coups tordus, tous les coups de vis, les pneus crevés, la voiture abîmée, les accusations d'attouchement, enfin, bon, il y a tout un catalogue qui est maintenant bien au point. Et les violences physiques aussi. Les violences physiques que les gens n'hésitent plus à utiliser parce que, encore une fois, l'action publique est très timorée vis-à-vis de ce genre de réalité. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Maître, pensez-vous que vos confrères, finalement, sont aptes à accompagner des familles quand il s'agit d'aliénation parentale? N'aurait-il pas besoin d'une formation? Disons que c'est vrai pour pas mal de questions. Ça fait pas de mal d'avoir une bonne formation sur des sujets qui sont relativement peu connus, hein, même si ce sont des réalités anciennes. Il existe effectivement depuis quelque temps des formations qui sont dispensées notamment au niveau des services de police et de gendarmerie. Donc ça veut dire que on a quand même pris conscience que le phénomène est suffisamment grave pour qu'on s'en occupe. Ça pourrait être une idée de faire une formation aussi au niveau des avocats. Alors évidemment, ne s'y intéresseraient que les spécialistes du droit de la famille, parce que c'est ceux qui sont en premier. Au moins pour dépister la véracité de ce genre d'affaires qui est complexe. Mais ce serait d'autant plus utile que beaucoup d'avocats eux-mêmes considèrent que l'aliénation parentale c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Et ils ont tendance aussi à minimiser, à rejeter, en disant que les parents exagèrent, qu'on a trop facilement utilisé ce terme pour justifier un certain nombre de comportements. Donc une formation, effectivement, pourrait être une solution pour améliorer l'état des lieux, qui n'est pas brillant pour l'instant. Alors, vous vouliez nous parler des avocats? Alors, les avocats, il y a disons, depuis quelques années, on a mis en route une nouvelle approche des problèmes lorsque les enfants sont embarqués dans des situations conflictuelles. On a tendance de plus en plus, les juges en tout cas, à désigner des avocats d'enfants. Alors les avocats d'enfants, ce sont des gens qui sont censés porter la parole de l'enfant. Là, la formation me paraît encore plus nécessaire parce que si c'est bien fait, si l'avocat est capable de rester, disons, très objectif, très professionnel, et de distinguer le vrai du faux, parce que la manipulation, elle est basique dans ce genre de réalité. On sait très bien que les enfants sont manipulés. Si l'avocat d'enfant commence à prendre les patins de celui qui a déjà fait un travail de lavage de cerveau d'un enfant, alors là, on n'en sort plus. Le drame, c'est que le juge va se retrancher non seulement derrière l'avis de l'expert, mais il va aussi faire grand cas de l'avis de l'avocat d'enfant. Et si on laisse s'exprimer l'enfant, qu'il est dans le déni... Alors, laisser s'exprimer un enfant, c'est aussi redoutable, parce que vous avez des enfants qui sont capables de s'exprimer, et puis d'autres qui vont se replier sur eux-mêmes. On n'aura pas du tout le sentiment d'avoir approché la vérité, parce que, vous savez bien, l'affaire Doutreau nous l'a montré, la parole de l'enfant, ça aussi... Il faut l'apprendre, la relativiser, et il vaut mieux que des professionnels bien formés fassent cette approche, plutôt que de prendre pour argent comptant tout ce qu'un enfant va venir expliquer devant un juge, y compris les fameuses lettres qu'on leur a souvent fait écrire, les lettres dictées, vous savez, ces lettres où les lignes sont bien droites, où il n'y a pas de faute, mais qui, malheureusement, trop souvent, la lettre de l'enfant va avoir un effet sur le magistrat, ce qui est consternant, mais c'est comme ça. Alors, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, faire le constat qu'à Paris, par exemple, il n'y a pas de compétences réelles pour les avocats, pour les enfants. Si, il y a une antenne des mineurs à Paris, mais moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est pas un succès. Ça devrait être plus contrôlé, ça devrait être mieux formé surtout, pour éviter ce genre de risque. Parce que le fait de rajouter un avocat d'enfant dans une procédure judiciaire,
c'est d'augmenter le risque de la manipulation, et à ce moment-là, c'est carrément catastrophique, mais c'est pourtant une réalité. Si on parle de maltraitance morale, psychologique, théoriquement, le juge qui devrait être saisi en tout premier lieu, c'est le juge qui protège les enfants, donc le juge pour les enfants. Alors, le juge... Avant même le JAF. Le tribunal pour enfants, lui, normalement, va être saisi à la suite d'un signalement. C'est-à-dire qu'un médecin va constater, par exemple, de mauvais traitements, et va faire un signalement au procureur de la République. Ou un service social, ou, disons, toute personne, disons, qui peut avoir à donner son avis sur une situation qui n'est pas normale. Les parents, de leur côté, vont essayer, avec plus ou moins de bonne foi dans certains cas, de sensibiliser le tribunal pour enfants, vont s'adresser à un avocat qui va déposer une requête. Et le magistrat aura à faire attention, est-ce que la requête est légitime, est-ce qu'elle est fondée, il faut faire un certain nombre de vérifications. Ils peuvent le faire sans avocat d'ailleurs, oui, mais enfin bon, en général ils prennent un avocat quand ils veulent arriver à leur fin, et c'est là que ça devient plus compliqué, voire plus dangereux. Les juges bien rodés savent très bien que dans un certain nombre de cas, il faut savoir dire non. Parce qu'il y a un scénario qui se met en place et le juge va servir d'instrument. Et malheureusement, il y a des juges qui se laissent convaincre plus facilement que d'autres. Mais les magistrats bien trempés, qui ont vraiment une bonne expérience, savent aussi dire non. Et là, dans ce cas, le juge devrait demander une enquête sociale. Ah, mais ils le font. Ils le font. Faut voir dans quelles conditions travaillent les services sociaux aussi. Hein. C'est pas toujours édifiant. Hein. Souvent c'est fait. Alors ils ont eux aussi toujours l'argument qui consiste à dire on a trop de boulot, on est débordé, on doit faire vite. Les juges sont pressés. Ils nous demandent de faire ça dans un délai relativement bref, souvent trop court. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur les rapports des services sociaux. Vous savez, parfois les services sociaux ont oui. Tendance à essayer de savoir si le juge n'a pas déjà une petite idée, vous voyez, pour essayer de ne pas se retrouver en porte-à-faux par rapport à ce que le juge pense au départ. Mais là, c'est du subjectif. C'est très subjectif. Et souvent, les parents qui sont confrontés à l'enquête sociale découvrent une réalité complètement déformée. Hein. Ça, c'est manipulé du début jusqu'à la fin. Est-ce que les enquêtes sont bien faites en général? Sinon, pour celles que j'ai vues, franchement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire au téléphone? C'est fait sur des ragots, c'est fait parfois même on oublie d'aller consulter les gens qui seraient les mieux à même de donner des renseignements. À la campagne, c'est bien classique, ce sont les maires qui sont les principaux les principaux informateurs qui devraient être sollicités en premier pour savoir ce qui se passe dans le village, parce qu'il y a des problèmes de proximité, de voisinage. Souvent, on pense même pas à aller demander l'avis du maire ou des représentants, disons, les mieux à même de donner des informations objectives. On va se contenter de ce qu'on a mis en avant, c'est-à-dire des gens qu'on a soigneusement désignés pour vendre un discours convenu avec des preuves fabriquées. Enfin, c'est assez calamiteux dans l'ensemble. Hein. Il faut le dire les choses comme elles sont. Une enquête qui serait bien faite, elle consiste en quoi? Vous savez, tout ce qui est béni de l'étiquette politiquement correcte est à prendre avec vraiment des pincettes, parce que c'est politiquement correct qu'on fait confiance au système, alors que le système, dans bien des cas, ne fonctionne pas. Pourquoi ce système ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des gens qui sont assez rusés, assez malins pour le pervertir, et qu'en face, il y a des gens qui ne sont pas assez malins ni assez rusés pour s'en rendre compte, ou pire, que ça ne dérange pas. Là, c'est le comble, mais c'est une réalité quotidienne. Que ça ne dérange pas, c'est une réalité quotidienne? Oui, bien sûr. Mais ça, on a du mal à l'admettre, hein, parce que ça choque un peu. On dit, mais enfin, quand même, c'est des gens de métier, ils auraient dû être un peu plus prudents. Non. Écoutez, les Français, a priori, ont déjà beaucoup de mal avec leur justice. Ce n'est pas très encourageant ce que vous nous dites. C'est pas très encourageant. C'est vrai que vous avez, par contraste, vous avez des magistrats qui sont des gens extrêmement consciencieux, des gens avisés, prudents, et surtout un grand problème pour la justice. Des magistrats courageux, il y en a. Et le fait qu'il y en ait, c'est plutôt rassurant, mais il n'y en a pas assez.
Vous n'êtes pas très encourageant sur le traitement de l'aliénation parentale. Quelles seraient vos attentes, vous, personnellement? Moi, je suis d'un naturel optimiste, disons, mesuré. C'est-à-dire que l'état des lieux est calamiteux. Il n'y a pas que moi qui le pense. Je peux vous dire que même dans les hautes sphères judiciaires, on est parfaitement conscient du problème. Donc je pense que ces gens-là qui sont réputés intelligents, ayant pris conscience du problème, ça finira par avancer. Vous avez déjà un rapport au président de la République qui est quand même un événement. On parle de l'aliénation parentale dans le rapport de la défenseure des enfants. Même si l'institution est appelée à disparaître, ça laisse des traces. Et maintenant, on ne peut plus reculer. Donc ils vont être obligés de s'y mettre, tous autant qu'ils sont. Les services sociaux devront arrêter de chausser les patins des juges pour faire leur boulot en fonction de ce qu'ils vont découvrir et ne pas essayer de savoir ce que pense le juge pour éviter de se trouver en porte-à-faux avec lui. Ça serait un grand progrès. Ils en ont les moyens. Ils sont peut-être pas toujours des formations adéquates, mais c'est pas ça le principal problème. C'est un problème de courage. Courage de Paul par rapport à Pierre, c'est-à-dire que chacun doit être dans son rôle et ne pas avoir peur de ce que va penser celui qui est censé contrôler le boulot. Alors ça, c'est vrai à tous les niveaux. Et les problèmes se régleront petit à petit. Je pense que ça finira par des décisions plus courageuses des cours d'appel, de la Cour de cassation, qui est bien timorée aussi dans ce domaine. Mais est-ce qu'il faudrait légiférer différemment? Non, ça n'a jamais servi à rien de légiférer. On pourrait mettre l'accent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'aspect maltraitance, l'aspect violence. Il faudrait qu'on commence par déposer des plaintes au pénal pour faire cesser ces comportements qui sont des comportements criminels contre les enfants, c'est tout. Alors évidemment, quand on est encouragé dans le milieu familial, parce que les familles ont aussi leur responsabilité, on soutient le membre de la famille qui veut s'accaparer de l'enfant. Bon, alors ça va très loin, vous savez, la solidarité familiale, ça donne des faux témoignages, ça donne une complaisance, ça donne tout ce qui fait que le phénomène va s'aggraver. Parfois les avocats en font un peu trop quand ils défendent le point de vue qu'on leur demande de défendre, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont payés pour ça, alors évidemment c'est plus compliqué, mais c'est une réalité aussi, ils mettent de l'huile sur le feu souvent les avocats, et ça c'est regrettable. Alors justement, si un parent lésé aujourd'hui déposait plainte auprès du procureur pour une maltraitance psychologique, en évoquant l'aliénation parentale, sans passer par le JAF et le juge des enfants. Non, plainte au parquet, il n'y a pas besoin de juge pour enfants. Le parquet peut parfaitement instruire une plainte à partir du moment où les éléments sont sérieux. Ça peut déboucher ensuite sur une instruction à bonne et due forme, avec désignation d'un expert éventuellement. Mais pour ça, il faudrait qu'il y en ait plusieurs des plaintes. Il faudrait qu'elles soient médiatisées. On finira par admettre que c'est pas normal de maltraiter un enfant, puisque finalement, tout le monde est bien d'accord là-dessus, mais on ne le fait pas. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot, et ceux qui vont commencer, évidemment, on ne va pas leur faciliter la vie, on va leur dire, mais toi, de quoi tu te mêles? Il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire, et ça va finalement déboucher sur un véritable traitement d'un fléau qui existe depuis la nuit des temps. Simplement, on fait semblant de le découvrir aujourd'hui, alors que malheureusement, les dégâts sont immenses depuis toujours. Et il y a des enfants qui s'en remettront jamais d'avoir subi ça. Vous imaginez d'avoir ça enfoui au fond de soi, d'avoir un jour à se découvrir victime par rapport à ce parent qu'on a aimé, alors qu'en fait c'était une pure manipulation. Mais c'est terrible. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. C'est quelque chose qui mérite largement au moins autant d'attention que les petites misères dont on nous abreuve tous les jours avec force détail dans la presse, dans les tribunaux et dans la vie quotidienne. Ça, c'est très sérieux comme problème et c'est pas du tout apprécié à sa mesure réelle. Il faut changer, il faut ouvrir les yeux sur cette réalité qui démolit les gosses et qui embarque les parents aussi alors dans des stratégies qui sont lamentables. Et qui font le bonheur de certains cabinets d'avocats. Les avocats, je suis malheureusement obligé de le déplorer. Les avocats, bien sûr, ils en profitent, mais qu'est-ce que vous voulez, chacun est dans son rôle. C'est un droit d'être défendu et d'être aidé par un avocat. Alors si l'avocat est raisonnable, on essaye d'éviter ce genre de choses, mais si les clients sont déterminés,
Qu'est-ce que vous voulez? C'est dans l'ordre des choses, malheureusement, mais c'est comme ça. Merci maître. Merci de nous avoir reçus. Merci. Oui.